Bonjour. Je vous rappelle donc qu'à la fin du cours, il y a un séminaire comme les autres semaines et que le séminaire sera fait par Marco Cosentino Lagomarsino qui vient de l'Université de Milan. Je vous rappelle aussi ce que j'ai fait la semaine dernière. Je vous ai présenté le modèle classique pour déterminer le volume d'une cellule. C'est un modèle qui est basé, donc c'est le modèle que j'ai appelé pompe et fuite, qui est basé sur deux ingrédients. Un, l'équilibre mécanique qui est instantané, et deux, les équilibres osmotiques qui sont basés sur des échanges d'eau et d'ions. Ce que je vous ai dit, c'était la réaction de la cellule à temps court. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est regarder comment varie le volume de la cellule au cours du cycle cellulaire, c'est-à-dire à un instant plus long. Donc je vais supposer qu'à chaque instant, je peux appliquer ce modèle de pompe et fuite dans l'état dans lequel est la cellule au moment où je la regarde. Donc c'est ça l'idée. Et ce que je vais faire, c'est vous faire un modèle, vous allez voir, ultra simplifié du cycle cellulaire. J'espère qu'il n'y a pas trop de biologistes qui vont hurler, mais je suis ouvert à discussion là-dessus. Donc ce que je veux regarder, c'est le volume de la cellule au cours du cycle cellulaire. Alors, ce que je veux commencer par faire, c'est vous faire un rappel très très bref sur le cycle cellulaire. Il est schématisé ici. Il y a 4 phases dans le cycle cellulaire. La phase G1, qui est une phase de croissance. La cellule produit des protéines pendant cette phase G1. Ensuite, il y a une phase S, qui est la phase où la cellule duplique le génome. Il y a une deuxième phase de croissance qui est la phase G2, et puis il y a la phase M qui est la mitose. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Il y a des points de contrôle. Il y en a un qui contrôle le fait que la cellule fait le cycle cellulaire, qui est le point de restriction qui est ici. Et puis il y a des points de contrôle avant l'entrée en mitose aussi, qui vérifient que tout se passe normalement avant l'entrée en mitose. Donc voilà le cycle cellulaire. Le seul autre commentaire que je vais faire, c'est que la phase G1, et c'est peut-être pas tout à fait à l'échelle ici, est beaucoup plus longue que les autres phases. La mitose, par exemple, dure moins d'1 heure ou 1 heure, et la phase G1 peut durer plusieurs heures. C'est pour ça que la semaine dernière, je vous ai dit que souvent, quand on regarde où se fait la croissance de la cellule, on a tendance à regarder surtout la phase G1. Alors j'ai un deuxième rappel pour les gens qui sont peut-être plus physiciens et un peu moins biologistes. C'est un peu comment se fabriquent les protéines. Ça, c'est le dogme fondamental de la biologie cellulaire. Les protéines se font en 2 étapes. Il y a une première étape qui se fait à l'intérieur du noyau, qui est la transcription. Elle est faite par des protéines qui s'appellent des ARN polymérases. Les ARN polymérases s'accrochent sur un gène. Elles parcourent le gène, et pendant qu'elles parcourent le gène, elles produisent l'ARN messager. Ça, c'est la phase de transcription. Je vais être un tout petit peu plus précis pour ce que je vais dire après. En fait, il y a 2 phases dans cette transcription. Il y a une phase d'initialisation où l'ARN polymérase va sur le site d'initiation de la transcription du gène. Et puis après, l'ARN polymérase se met en route et il y a une phase d'extension qui est la production de l'ARN. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus que ça. Après, les ARN messagers sont transportés à l'extérieur du noyau, dans le réticulum endoplasmique. Et dans le réticulum endoplasmique se passe la deuxième phase, qui est la traduction. La traduction, elle est faite par des machines, j'ai presque envie de dire des machines infernales, qui sont les ribosomes, qui sont des objets extrêmement compliqués, qui sont composés de 2 ARN et puis d'un très grand nombre de protéines. Donc c'est surtout des protéines. C'est des machines qui se lient aux ARN messagers, et pareil, qui vont, à partir de l'ARN messager, fabriquer une protéine. Donc voilà un peu ce que je vais essayer de décrire dans toute la suite. Le modèle, pour un physicien qui nous avait paru raisonnable, c'était ce modèle de Wang et Li. Et la première version, c'est un modèle de Li.
Donc ça, ce que je vais vous décrire, c'est un peu une adaptation qu'on a faite du modèle de Lee et Amir. Comme la semaine dernière, et surtout pour aujourd'hui, la plupart de ce que je vais dire est adapté de la thèse d'un étudiant qu'on avait avec Pierre Sens, qui s'appelle Romain Rollin. C'est un étudiant remarquable qui a eu beaucoup des idées que je vais vous présenter aujourd'hui, qui vont un peu au-delà des idées classiques qu'on trouve dans la littérature sur ces modèles de pompe et fuite. Donc mon premier paragraphe, ça va être un modèle physique de la transcription Donc le but du jeu, c'est de partir de cette description que je vous ai montrée à droite, qui est assez qualitative, et d'essayer de faire un modèle assez quantitatif pour passer de ces phénomènes, de ces fonctions cellulaires qu'on peut considérer comme des réactions chimiques, à un modèle de croissance de la cellule. Alors, il s'avère qu'il y a deux phases de croissance de la cellule. Il y a une phase que je vais appeler une phase exponentielle, où à peu près toutes les propriétés physiques de la cellule croissent exponentiellement avec le temps. Et puis il y a une deuxième phase. Évidemment, cette phase exponentielle ne peut pas durer. Et donc il y a une deuxième phase que je vais appeler une phase de saturation, où les comportements sont un peu différents. Donc c'est ça les deux régimes que je veux décrire. La croissance exponentielle et puis la saturation. Avant de faire quoi que ce soit, si j'essaye de faire une liste de tous les paramètres qui rentrent, par exemple, dans la phase de croissance exponentielle, la liste va être absolument gigantesque et j'arriverai à rien faire. Parce qu'il y a tout un tas de protéines qui sont en jeu, parce qu'il y a tout un tas de réactions chimiques. Une des choses dont je n'ai pas parlé, évidemment, c'est que la transcription et la traduction sont éminemment régulées. Donc il y a des systèmes de régulation qui font que ça se passe bien et qu'il n'y a pas trop d'erreurs dans ces choses-là. Je ne vais pas parler de tous ces mécanismes-là. Je vais supposer que ça se passe bien sans trop d'erreurs. Malgré ça, il y a énormément de paramètres. Ce que ça veut dire, c'est que je vais être obligé d'introduire des paramètres moyens et de décrire les choses de façon très très caricaturale, de façon à me focaliser sur les paramètres que j'ai discutés la dernière fois, qui sont en gros le volume et la masse sèche de la cellule. Et puis la même chose pour le noyau. Alors, ce que je vous ai dit dans le premier cours, il y a cette espèce de, je ne sais pas comment il faut l'appeler, d'affirmation de Hertwig en 1903 qui disait le volume de la cellule est proportionnel au volume du noyau. Quelque part, c'est vrai dans beaucoup de cas, il n'y a absolument pas de doute. Ce que je veux essayer de mettre en avant là-dessus, c'est quand est-ce que ce n'est pas vrai et pourquoi ce n'est pas vrai. Donc voilà un peu le but du jeu. Donc je vais commencer par la croissance exponentielle. Donc si je regarde la transcription, elle est faite par des ARN polymérases. Je vais supposer qu'il y a grand N et ma convention, c'est la même que la semaine dernière. Quand je mets des lettres majuscules, c'est les nombres qu'il y a dans la cellule. Quand je mets des lettres minuscules, c'est des densités, c'est-à-dire la densité, ça sera petit n égale grand N sur V.
Je vais faire une deuxième supposition, c'est que ces ARN polymérases, elles sont au moins au début toutes liées à l'ADN. Ça veut dire qu'elles sont toutes en train de travailler sur un gène. Alors vous allez me dire, c'est un peu sauvage comme approximation. Ce que ça revient à dire sur ce dessin-là, c'est qu'une fois qu'une ARN polymérase, j'allais dire, a fait son travail une fois, a exprimé un gène, elle se détache de l'ADN et elle va se rattacher immédiatement sur un autre gène. Ça veut dire que ce qui limite la phase de transcription dans mon modèle, c'est ce qu'on appelle l'élongation et pas l'initiation. Alors, je vous montrerai dans un petit moment un modèle un tout petit peu plus sophistiqué qui vous montrera qu'il peut y avoir des ARN polymérases qui ne sont pas liés à des gènes et que ça ne change pas vraiment le résultat. Donc ce modèle-là, qui est un peu extrême, on pourrait aussi dire qu'il y en a une fraction finie qui contribue à la transcription. On retrouverait toujours la même chose de façon qualitative, et c'est un peu ça qui m'intéresse ici. Donc l'image que j'en ai, c'est l'ARN polymérase, elle est toujours liée à un gène, elle se décroche, elle se raccroche au hasard sur un autre gène, et elle transcrit un deuxième gène, etc., etc. Au fur et à mesure de ce procédé, je crée des ARN messagers. Certains des ARN messagers sont détruits au cours du temps, et c'est ça qui va me faire la croissance du nombre d'ARN messagers. Je vais faire la même chose avec la traduction. J'ai des ribosomes. Alors, je vais considérer que les ribosomes, c'est une protéine, c'est un agrégat de protéines plus l'ARN, mais si je veux les compter, il suffit que je considère que c'est une protéine. Donc c'est plutôt comme des protéines, et il y en a R. Et je fais la même hypothèse, c'est qu'au moins au début, tous les ribosomes sont accrochés à un ARN messager. Donc voilà mon modèle. À la fois la traduction et la transcription sont dominées par l'élongation et pas par l'initiation. Et à partir de ça, ce que je veux calculer, c'est le taux de croissance de la cellule, c'est-à-dire la façon dont le volume varie en fonction du temps. Donc maintenant, je vais m'intéresser à une protéine. Alors je les numérote, 1, 2, 3. Je vais m'intéresser à la protéine J. La protéine J, il y a un certain nombre de copies du gène dans le génome qui permettent d'exprimer cette protéine J. Donc je vais appeler GJ. Maintenant, si je somme sur les GJ, je compte tous les gènes, je les ai regroupés par protéine. Tous ceux qui expriment la même protéine sont le gène J, j'en ai GJ, donc le nombre total de gènes. C'est la somme sur J des GJ. Le paramètre qui va être intéressant dans la suite, c'est la fraction de gènes qui exprime la protéine J. Je vais appeler FJ. C'est-à-dire que FI, c'est GJ divisé par G. Ensuite, une fois que la transcription est faite, il y a des ARN messagers. Les ARN messagers pour la protéine J, je vais les appeler grand MJ. Donc ça, c'est le nombre d'ARN messagers pour la protéine J.
Et puis pareil, je vais définir le nombre total d'ARN. Donc M c'est somme sur J de tous les MJ. Et puis il y a une fraction des ARN qui correspondent à la protéine J qui m'intéresse. Je vais l'appeler psi J. Ça, c'est MJ sur M. Il s'avère que, à des petites fluctuations près, et vu la précision de mon modèle, je n'ai pas trop à m'inquiéter de ça, psi J, c'est égal à FJ. C'est-à-dire que la fraction d'ARN messager sur le nombre d'ARN messagers pour la protéine J divisé par le nombre total d'ARN messagers, c'est cette même fraction SJ. Alors, je vais vous écrire des équations dans 5 minutes. En bidouillant un peu ces équations, on peut s'apercevoir que psi J relaxe vers FJ assez vite, et donc je n'ai pas besoin de regarder la différence. Donc là, j'ai créé par transcription les ARN messagers. Maintenant, je veux passer aux protéines. Donc, je vais appeler PJ le nombre de protéines. P, c'est le nombre total de protéines. C'est la somme sur J des PJ. Et puis, comme la semaine dernière, je vais supposer que mes protéines, elles sont toutes plus ou moins identiques. Donc, je vais considérer une protéine moyenne qui a un nombre L d'acides aminés. Je vous rappelle ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est que les protéines, en gros, elles font la masse de la cellule. Et la masse de la cellule, c'est le nombre de protéines fois le nombre de l'acides aminés fois la masse d'un acide aminé, plus éventuellement les contre-ions associés aux protéines. Pareil, je peux définir la fraction de protéines qui correspondent à la protéine J. Je ne vais pas lui donner d'autres noms. Pour la même raison que pour les acides aminés, cette fraction de protéines, elle est à peu près égale à FJ. Elle va relaxer au cours du temps vers FJ. Donc la quantité PJ sur P est égale à FJ. Donc voilà un peu le système tel que j'ai envie de le décrire. Maintenant, ce que je vais écrire, c'est des équations de croissance qui ressemblent à des équations de cinétique chimique pour les quantités MJ et PJ. Si je calcule le nombre d'acides aminés, après, je peux imaginer calculer le nombre de protéines. Et si j'ai le nombre de protéines, en utilisant ce que j'ai fait la semaine dernière, j'arriverai à calculer les propriétés macroscopiques au sens du volume et de la masse de la cellule. Alors, je vais commencer par les mARN. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d de mi sur dt, c'est-à-dire à quelle vitesse croît le nombre d'ARN messagers. Ce que je vous ai dit, c'est que c'était les ARN polymérases qui faisaient ça. Pendant la phase d'élongation, donc cette croissance, elle va être proportionnelle au nombre d'ARN polymérases. Mais les ARN polymérases, elles sont réparties sur tous les gènes. Donc la fraction des ARN polymérases qui sont en train de transcrire le gène J, c'est FJ fois N. Puis après, il y a un taux d'élongation. Et là, je vais faire une deuxième approximation un peu sauvage, c'est que je vais écrire que toutes les ARN polymérases, tous les gènes sont transcrits avec le même taux. Donc le taux ici, que je vais appeler Km, je considère que c'est le taux moyen sur tous les ARN messagers et qu'il n'y a pas, et j'ignore complètement les fluctuations entre les ARN messagers. On sait très bien que ce n'est pas vrai. Il y a un certain gène qui ne sont pas exprimés dans certaines cellules et qui sont exprimés dans d'autres cellules. Ce qui m'intéresse, c'est des propriétés moyennes. Au pire, ça me changera un petit peu la valeur de ce Km. Ou ce que je ne vais pas traiter aujourd'hui, mais que j'essaierai de discuter un peu plus tard, c'est qu'il va y avoir des fluctuations, c'est-à-dire que ça, je vais écrire des quantités moyennes ici, mais il y aura du bruit autour des quantités moyennes. Aujourd'hui, je vais l'oublier. Et puis, il y a une dégradation, 1 sur tau m.
Alors c'est FI, hein, et pas FJ. Évidemment, si je somme toutes ces équations-là, j'en ai une pour chaque I, si je les somme toutes, j'ai la production d'ARN messager dans la cellule, dm sur dt. La somme des FJ, c'est 1, donc c'est N Km ça, c'est le temps de dégradation des ARN messagers. Celui-là, il est assez petit. Autant que je me souvienne, c'est quelques minutes, quelques dizaines de minutes peut-être. Ça veut dire que c'est bien plus court que le temps de division de la cellule. Donc la dégradation est plutôt rapide, et puis le nombre croît à cause de ce terme-là. Il croît à cause de ce terme-là parce qu'au fur et à mesure, je synthèse des ARN polymérases. Plus j'ai d'ARN polymérases, plus je produis vite des ARN messagers, plus je produis de protéines. Et il y a quelque chose qui se boucle, et ça se boucle de façon à ce que ça soit exponentiel. Donc voilà pour les MARN. Pour les protéines, alors je vais écrire la même chose, hein, je vais écrire que dpi sur dt égale fi, c'est le même, parce que tous les ARN messagers qui viennent des gènes qui codent pour la protéine I vont se retrouver en protéine I à la fin. Ici, ce qui compte, c'est les ribosomes. Et puis il y a un taux que je vais appeler Kp. Et puis pareil, je vais mettre un temps de dégradation fois pi. Donc voilà pour toutes les protéines qui existent dans la cellule, en moyenne, le taux de croissance de la protéine I. Donc, je peux faire la même chose que là, hein, et celle-là, je vais l'utiliser. dp sur dt égale Kp fois R moins 1 sur tau P fois P. Donc j'ai toute une série d'équations. Il y en a une qui joue un rôle particulier. J'ai dit que j'allais traiter le ribosome comme une protéine. Donc cette équation-là, je peux l'écrire pour les ribosomes. Alors je ne connais pas le chiffre exact, j'ai été le lire et puis je l'ai oublié, mais les ribosomes, c'est une fraction plus que significative des protéines dans la cellule, c'est largement plus que 50%. Disons. Donc une fois que j'ai traité les ribosomes, j'ai traité une fraction importante des protéines dans la cellule. La seule chose que j'ai à faire, c'est à remplacer I par R. Donc dr sur dt égale FR fois R fois Kp moins R sur tau P. Et vous voyez que ça devient simple parce que dr sur dt est proportionnel à R, donc la croissance exponentielle, elle vient de là. C'est le nombre de ribosomes qui croît de façon exponentielle, et ça va engendrer le fait que toutes les propriétés de la cellule croissent de façon exponentielle. Alors je vais le réécrire en mettant R en facteur, égale R, facteur de FRKP moins 1 sur tout. Alors vous allez me dire, pour que ça croisse, il faut que ce terme à droite soit positif. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il faut que je produise les ribosomes plus vite que ce que je les détruis, parce que comme le taux de création et le taux de destruction est proportionnel au nombre de ribosomes, si je les détruis plus vite que ce que je les crée, il n'y aura pas de ribosomes dans la cellule et il n'y aura pas de cellule. Donc il y a une condition absolument intrinsèque à mon modèle, c'est que ça, c'est positif. Il s'avère que ça, c'est le taux de croissance de la cellule. Donc cette quantité qui est là, je vais l'appeler K. C'est le taux de croissance de la cellule. Oui. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas dépendante de la quantité d'ARN messager? Parce que je considère que j'ai un pool d'ARN messager et tous les ribosomes sont sur ces ARN messagers. Donc la seule chose qui est importante, c'est pour une protéine donnée, quelle est la fraction qui sont sur les ARN messagers qui correspondent à cette protéine. Ça, c'est mon hypothèse, que dès qu'elle est décrochée, elle se raccroche immédiatement, elle se raccroche complètement au hasard, sans aucune corrélation avec le gène précédent.
Alors, il y a les ARN ribosomaux, je les traite de façon un peu olé-olé, parce qu'ils sont inclus là-dedans. Il y a beaucoup, beaucoup plus de protéines, donc ce que je considère, c'est que ce qui est important, c'est les ARN qui sont à l'intérieur des protéines. À la fin, comme tout va croître exponentiellement dans ce régime-là, je ne crée pas de drame, j'allais dire, dans cette chose-là. Donc cette équation, elle est simple. Hein. Elle dit que dr sur dt, c'est k fois r. Donc ça veut dire que le nombre de ribosomes c'est R égale R0 exponentielle kt. Maintenant, si je connais le nombre de ribosomes, je peux le reporter là-dedans. Donc c'est simplement un R de t ici, qui est R0 exponentielle kt. Et puis j'ai une équation différentielle pour le nombre de protéines. Je vais vous le faire de deux façons. Si mon histoire est cohérente, je vous ai dit que le nombre de ribosomes, c'est la fraction de ribosomes fois le nombre de protéines totales. Donc ça veut dire que quelque part, le nombre de protéines P égale P0 exponentielle kt, où R0, c'est FR fois P0. C'est la seule façon que ça soit proportionnel avec un rapport qui est R. Alors, si on est un peu plus mathématicien, on prend cette solution-là, faites-moi confiance, vous la reportez là-dedans, ça marche. Ça marche, mais ce n'est pas la solution la plus générale. Parce que si j'oublie ça, il va y avoir une constante fois exponentielle moins t sur tau p. Ça relaxe vers 0, alors que ça, la cellule croît. Donc cette solution-là, elle ne compte pas. Et même si elle a encore une valeur qui n'est pas tout à fait nulle à la fin, au bout de plusieurs divisions, elle aura relaxé vers 0. Donc le terme qu'il y a en plus, il dépend des conditions limites de cette équation-là. Il va s'amortir au fur et à mesure des divisions cellulaires, donc il n'est pas très important. Donc voilà le nombre de protéines. Ça veut dire que la masse sèche de la cellule croît exponentiellement avec le temps. Que la masse sèche, elle est proportionnelle à la somme des masses de toutes les protéines, et toutes les protéines croît exponentiellement avec le temps. Donc voilà pour les protéines. Après, il ne me reste plus que les ARN messagers. Alors, les ARN messagers, j'ai une équation pour tous les ARN messagers ici. Ce qu'il faut que j'injecte, c'est le nombre d'ARN polymérase. Alors là, pour le coup, je ne triche pas. L'ARN polymérase, c'est une protéine. Donc je sais que le nombre d'ARN polymérase, N, c'est N0 exponentielle kt. Et N0, c'est F indice N fois P0 fois exponentielle kt. Donc si j'ai calculé le nombre de ribosomes, je peux calculer le nombre de protéines, et à partir de là, je peux calculer le nombre d'ARN polymérase. Même chose, il faut que je résolve cette équation-là. La bonne façon de le faire, c'est de chercher une solution qui est proportionnelle à exponentielle kt. Ça veut dire que M, nombre d'ARN messagers, égale M0 exponentielle kt. Alors, je ne vais pas vous faire l'algèbre pour éviter de me tromper, mais vous reportez dans l'équation. Tout est proportionnel à exponentielle kt, parce que la dérivée de exponentielle kt, c'est exponentielle kt. Ça, c'est exponentielle kt, ça, c'est exponentielle kt. Et après, ce que vous donne cette équation-là, c'est le M0. Alors, je vous écris la réponse. M0, c'est P0 Fn Km sur K facteur de 1 plus tau p. Vous faites passer ce terme-là de ce côté-là et la solution est évidente. Ce que ça veut dire, ça, c'est que dans ce modèle simple, toutes les propriétés qui m'intéressent
comme exponentielle kt. Quelque part, vous allez admettre assez vite avec moi, je vais vous montrer tout à l'heure, le volume de la cellule lui-même va croître comme exponentielle kt. C'est pour ça qu'on appelle ça la phase exponentielle. Alors il y a plusieurs remarques un peu naïves, mais enfin qu'il faut bien faire. Le nombre de gènes. Dans la phase G1, il est constant. C'est le nombre de gènes de la cellule. Mais dès qu'on arrive dans la phase S, la cellule double son génome. Si vous regardez mes histoires ici, la seule chose dont dépend mon raisonnement, ce n'est pas le nombre total de gènes, c'est la fraction du nombre de gènes qui code pour une protéine. Donc si je fais les choses en moyenne, bien que le génome ait changé dans la phase S, ça ne va pas changer grand-chose. Ce que ça va créer, c'est des fluctuations du bruit, un bruit qui est assez important, qui va être créé par le fait que la cellule duplique son génome. Donc pendant qu'elle le duplique, il y aura des fluctuations de ces F-là, et qui sont grandes. C'est-à-dire, si F est un nombre fini, ça peut varier entre 0 et 1, pratiquement, les fluctuations de F. Donc il y a des fluctuations importantes de F qui sont étudiées dans cet article. Donc il y a des fluctuations de F dues à la phase S. Je vais mettre FI pour toutes les protéines, dues à la phase S. Alors, il y a un modèle très simple de ces fluctuations qui est fait dans l'article que j'avais cité là-haut, la Wang et Li. Où ce qu'ils font, c'est qu'au lieu de considérer que toutes les protéines sont identiques, ils considèrent qu'elles sont toutes identiques sauf une. Et celle qui n'est pas identique, ils la traitent correctement. C'est-à-dire ils la font doubler dans la phase S avec une statistique avec du bruit. Et le bruit qui crée comme ça leur donne une idée du bruit qu'il peut y avoir sur le F pour une protéine, j'allais dire tirée un peu au hasard. C'est le modèle le plus simple que je connaisse, j'en ai pas vu d'autres, je l'avoue. Au moins celui-là donne le résultat que ces fluctuations-là, elles sont assez importantes. Sur les nombres de protéines, il y a des fluctuations qui sont importantes, et ces fluctuations importantes, elles viennent de la phase S. Je répète que mon modèle est assez approximatif. Il est assez approximatif parce que je ne fais aucune distinction entre les protéines. Et dans une cellule donnée, je sais qu'il n'y a qu'un certain nombre de protéines qui sont exprimées. Ça, c'est un effet que je n'ai pas pris en compte. Et donc, je traite vraiment les choses de façon moyenne sur les cellules à ce niveau-là. À moins de faire des simulations numériques monstrueuses, ça me paraît être la seule façon de régler le problème de façon qualitative et d'essayer de voir qualitativement comment est-ce que ça peut se passer. Donc c'est un peu l'idée ici. Si on s'intéresse à des phénomènes plus spécifiques, peut-être qu'il faut faire attention et peut-être qu'il faudrait distinguer certaines protéines par rapport aux autres. C'est probablement faisable, mais ça n'a pas été trop fait dans la littérature. Donc voilà la première phase de croissance de la cellule, c'est une croissance exponentielle. Pendant cette croissance exponentielle, que je suis en train de faire, c'est d'accumuler sur le génome des ARN polymérases. Le génome, il a une longueur donnée, peut-être multiplié par 2 à la fin, mais il a une longueur donnée. Et j'accumule des ARN polymérases, et au bout d'un certain temps, j'ai tellement d'ARN polymérases sur chaque gène que je n'arrive plus à les mettre. Donc il y a une saturation de cette croissance exponentielle. Évidemment, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on atteint cette saturation? Alors, la raison profonde, c'est ce que je vous ai dit, c'est que le génome, il est fixe et on augmente le nombre d'ARN polymérases. Il y aurait des raisons stériques. Elles interagissent les unes avec les autres. Et donc, parce qu'elles interagissent les unes avec les autres, tous les sites sur l'ADN ne sont pas disponibles. Et donc, il y a un nombre maximum, pour des raisons stériques, d'ARN polymérases sur l'ADN. Je vais appeler ce nombre NC. Vous allez me dire, ce n'est pas très satisfaisant de dire que c'est sphérique, il y a peut-être d'autres effets qui interviennent avant.
j'en suis conscient et je vais vous montrer dans 10 minutes un modèle cinétique qui fait que bien avant le fait qu'elles se touchent et qu'elles n'arrivent plus à se mettre sur l'ADN, il y a saturation quand même pour des raisons de cinétique chimique. S'il y a NC-ARN polymérase sur chaque gène, le nombre total d'ARN polymérase qui peuvent transcrire, donc le nombre c'est NC par gène, mais j'ai G gène, donc c'est GNC. Ça veut dire que dans cette phase où ça a saturé, si je veux calculer la croissance du nombre d'ARN messagers, dm sur dt, alors je vais le faire par exemple pour la protéine I, mais je pourrais le faire pour toutes les ARN polymérases. Il y a FI. Avant, je mettais toutes les ARN polymérases. Maintenant, il y en a qui sont en trop parce qu'elles n'ont pas de place sur les gènes. Donc, celles qu'il faut que je mette là, c'est uniquement celles qui sont accrochées aux gènes. Donc, ça, c'est G fois NC. Et puis, moins 1 sur tau n fois m. Alors, cette quantité-là, hein, Fi fois G, c'est le nombre de gènes qui codent pour la protéine I. Donc mon équation a changé. Elle a changé parce qu'ici, j'ai plus toutes les ARN polymérases, qui était un nombre qui croissait exponentiellement. Maintenant, j'ai plus que celles qui peuvent couvrir les gènes, et ça, c'est un nombre constant. La solution de cette équation, elle est simple. Si vous regardez à temps long, dmi sur dt égale 0, ça veut dire que m, mi, il faut que je mette, tend vers une constante, qui est la valeur de saturation, qui est le nombre maximum d'ARN que je peux avoir dans la cellule. Donc mi égale FIG, c'est GI NC. Mais bien que j'ai saturé les ARN polymérases, alors c'est ça le phénomène qui arrive le premier, hein, parce que la masse d'ADN est constante, alors que la masse d'ARN messager augmente. Après, je vais pouvoir saturer aussi les ARN messagers avec des ribosomes. Donc, je vais considérer qu'il y a un nombre RC d'ARN messager maximum sur chaque, un nombre RC de ribosomes maximum sur chaque ARN messager. Ça veut dire que le nombre total d'ARN messagers qui peuvent traduire, c'est le nombre d'ARN messagers fois le nombre de ribosomes sur les ARN messagers, c'est M fois RC. Donc je peux reprendre maintenant l'équation sur les protéines, dP sur dt. Il y avait Kp. Il faut que je mette le nombre de ribosomes qui maintenant est remplacé par ce nombre maximum qui est constant. M
fois RC moins P sur tau P. Alors si je veux l'écrire pour la protéine I, je vais mettre un PI ici, un FI là et un PI ici. C'est la même équation que tout à l'heure. À temps très long, le nombre de protéines tend vers une constante. Il y a une relaxation exponentielle vers cette constante sur un temps de relaxation qui est tau P. Alors je ne vais pas calculer cette relaxation exponentielle, il faudrait que je raccorde à la croissance exponentielle. Je n'apprendrai pas grand-chose. La seule chose que ça fera, c'est que ça me rajoutera une constante que je n'utiliserai pas après. Donc je vais regarder simplement la valeur limite. La valeur limite, c'est quand dp sur dt est égal à 0. Donc pi sat égale FIM, c'est MI, mais MI à saturation, c'est GI KM tau M. Ici, je vais avoir KP tau P NC RC. Ça, c'est le nombre maximum auquel j'arrive dans la cellule après saturation. Oui. Ici, il manque un KM. Oui, merci. Donc l'image que ça me donne, ça, c'est qu'il y a une croissance exponentielle. Il y a une croissance exponentielle jusqu'à cette valeur des protéines qui est PI saturation qui est égale à ce nombre un peu compliqué. Il y a une différence énorme avec la croissance exponentielle, c'est que maintenant, le nombre de gènes pour la protéine I est ici. Ça veut dire que le nombre de protéines à saturation, il est proportionnel au nombre de gènes pour la protéine I. Alors les cellules où il y a plusieurs copies du génome, ça existe, hein, ça s'appelle les cellules polyploïdes, et il y a des moyens de générer plusieurs copies du génome. Ce que ça me prévoit ça, c'est que si j'ai une cellule haploïde où il y a une seule copie du génome, puis après je regarde une cellule diploïde où il y a deux copies du génome, ben la cellule diploïde, elle aura 2 fois plus de protéines que la cellule haploïde, et puis la cellule triploïde en aura 3 fois plus. Donc le nombre de protéines à saturation est proportionnel à l'haploïdie. Oui. Aussi, on voit des régulations du volume en fonction du nombre de noyaux qui sont incorporés dedans. Alors, pour l'instant, si j'ai plusieurs noyaux, bien sûr, et qui sont tous actifs, je produirai plus de gènes. Alors, je ne sais pas si on sait faire. Enfin, il y a des cellules qui ont. Les cellules musculaires, par exemple, ont pas mal de noyaux. Je n'ai pas vu de données sur les cellules musculaires. Il y a des méthodes, alors je ne sais pas, quelqu'un va peut-être m'aider, qui s'appelle l'endo, je ne sais pas quoi, duréplication, quelque chose comme ça, qui permet de générer une cellule tétraploïde à partir d'une cellule diploïde. Donc les gens savent faire des traitements chimiques pour faire ça. Et c'est assez connu, hein. Je vous ai montré au premier cours des données de mon ami Edmund Wilson, qui en 1925 avait déjà proposé que le volume du noyau est proportionnel à l'haploïdie, le volume de la cellule est proportionnel à l'haploïdie, et donc ils sont proportionnels tous les deux. Question que ça pose. Ici, le nombre de protéines, c'est P0 exponentielle kt, il n'y a pas l'haploïdie. Ceci dit, si je faisais un traitement mathématique plus sophistiqué, rien ne me dit que ce P0 n'est pas proportionnel à l'haploïdie, et quelque part, si ça doit relaxer vers quelque chose qui est proportionnel à l'haploïdie, on a toutes les raisons de penser que P0 est proportionnel à l'haploïdie. C'est ce que disent les expériences. Même dans la phase exponentielle, le nombre de protéines est proportionnel à l'haploïdie. Dans mon formalisme, c'est ce P0-là qui est proportionnel à l'haploïdie. Je vous montrerai des résultats expérimentaux à la fin. Donc dans cette phase de croissance, le nombre de protéines sature à une valeur donnée et le nombre d'ARN dans la cellule sature à une valeur donnée. Alors ça ne suffit pas tout ça,
Est-ce qu'il faut regarder les acides aminés ou les métabolites? Parce que ce que je vous ai expliqué la dernière fois, c'est que ce n'est pas les protéines qui font le volume des cellules, c'est les métabolites. Avant de faire ça, je vais vous montrer un modèle un tout petit peu plus raffiné de la transcription. Donc, je vais vous donner un modèle cinétique de la transcription. Alors, c'est 3. Alors ça, c'est le modèle de Wangeli. Alors, je ne vous donne pas les références. Hein, je mets sur le site web une liste avec toutes les références. Donc il y a tous ces articles dedans, sous ce cours-là. Alors ce que disent Wangeli, c'est que si on considère l'ADN ici, il y a un site d'initiation d'un gène qui est là. Le gène s'arrête ici. Hein. Et la première chose que vont faire les ARN polymérases, c'est qu'elles vont venir se lier ici. Après, il y a une phase d'élongation. Donc l'ARN polymérase avance le long de l'ADN. Si vous voulez, c'est un moteur moléculaire qui prend son énergie dans la polymérisation. Et puis, arrivé à ce point-là, il y a un flux d'ARN polymérase qui sort, et ce flux d'ARN polymérase, c'est exactement la même chose que le flux d'ARN qui sont produits. Donc ici, elle se détache. Alors, ce que disent Wangeli, c'est qu'il y a 3 types d'ARN polymérase. Il y a des ARN polymérases libres. Je vais appeler N la densité. Et leur nombre, c'est la densité fois le volume de la cellule. Donc c'est N fois V. Il y en a qui sont sur le site d'initiation, donc ils sont en initiation. Ça, c'est N initiation. Et puis il y en a qui sont en élongation. Donc à un instant donné, le nombre d'ARN polymérase, c'est grand N égale N initiation plus N élongation plus petit n grand V. Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils écrivent des équations cinétiques pour le passage du volume ici, donc ça c'est les grands NV, ici c'est N initiation, et ici c'est N élongation. Donc il faut que j'écrive 2 équations cinétiques. Alors D N initiation sur dt. Il y a une constante d'accrochage que je vais appeler Kn. C'est proportionnel à la longueur du génome. Et c'est proportionnel à n. Mais ce que disent Wangeli, c'est que c'est une réaction enzymatique. Vous pourrez considérer que G catalyse l'accrochage. Et donc, ils utilisent une cinétique de Michaelis-Menten. Donc, il ne faut pas dire que c'est proportionnel à n. Ils vont dire que c'est proportionnel à n si n est petit. Et puis après, ça sature. Donc, sur n plus k. Ça, c'est le terme d'accrochage. Puis après, elles disparaissent. Elles disparaissent pourquoi? Parce qu'elles se mettent à passer à l'élongation. Donc, il y a un moins k. Élongation
fois N-in, où K élongation, c'est la probabilité par unité de temps qu'une ARN polymérase qui est assise sur son site d'initiation se mette à se balader le long de l'ARN, de l'ADN, pardon. Puis après, ils écrivent une équation d n élongation sur dt. Alors, on produit des ARN polymérases qui sont en train de faire l'élongation, parce que c'est celles qui sont parties ici qu'on a retrouvées ici. Donc ça, c'est K, L, N, in. Et puis après, elles disparaissent. Elles disparaissent pourquoi? Parce qu'elles sont arrivées à la fin du gène ici, elles tombent. Donc si elles vont à la vitesse W, le nombre qui disparaît par unité de temps, c'est le flux qui passe ce point-là. Le flux, c'est proportionnel à moins. W, qui est la vitesse, fois la densité le long de ces ARN-là. Donc j'en ai n élongations sur une longueur de gène que je vais appeler L. Et vous voyez ici qu'il y a une quantité W sur L, qui est la vitesse de l'ARN polymérase divisée par la longueur du gène. Ça, c'est ce que j'appelais le temps d'élongation. C'est le temps qu'elle met pour passer de ce point-là à ce point-là. Donc il y a un temps taux élongation qui est égal à L sur W. Ça va assez vite, hein, c'est des centaines de paires de bases par seconde que ça fait le long de l'ADN, ces machines-là. Maintenant, l'hypothèse, c'est que toutes ces réactions chimiques sont rapides par rapport à la croissance de la cellule. Si elles sont rapides, à chaque instant, je peux négliger le dn sur dt. Donc ce terme-là vaut 0. Et puis j'ai deux équations qui me permettent d'éliminer petit n et n élongation en fonction de grand N initiation. Alors, je vais vous écrire la formule. Hein. Je vais la reporter là-dedans. Donc grand N, c'est n initiation, facteur de 1 plus KL tau L. Tau L, c'est ce temps-là. Ça, c'est le nombre. N in fois KL tau L, c'est le nombre qui sont en train de faire de l'élongation. Plus, alors le dernier terme est un tout petit peu plus compliqué. K, N in V, ça, c'est celles qui sont en volume. Ça veut dire que cette quantité-là, c'est le nombre d'ARN polymérases qui sont libres. Je n'ai rien fait d'autre que d'écrire que ces deux termes-là sont égaux à 0. Puis après, c'est de l'algèbre un peu stupide. Faites-moi confiance, je l'ai refait 3 fois. Et je retrouve la même chose que dans l'article. Donc, il n'y a pas de... Alors, c'est un petit peu compliqué, cette histoire-là, parce qu'il y a un n in ici qui est au dénominateur. Ceci dit, ce qui est facile, c'est de tracer n en phase d'initiation, donc n in en fonction de n. Alors, je vais le faire ici. Alors, il y a une chose que je ne vous ai pas donnée, c'est le NC. NC, c'est Kon G sur KL. S'il y a beaucoup d'ARN polymérases, il faut que ce nombre-là soit très grand. Et la façon dont il devient très grand, c'est que celles qui sont en initiation deviennent à peu près égales à NS. Dans la limite où n initiation devient égale à ns, grand N est infini. Donc ça veut dire qu'il y a une valeur de saturation ici. Nsat égale Nc.
Alors si N-in est petit, je peux oublier le N-in qui est là, et tout est proportionnel à N-in, donc ça veut dire que c'est linéaire au départ. Donc la courbe, elle a cette forme-là. Au début, il y a une pente finie, et puis après, ça sature. Ça sature à cause de ma loi de Michaelis-Menten ici. S'il n'y a pas de loi de Michaelis-Menten, il n'y a pas de saturation. Et c'est ça qui va jouer le rôle de la saturation dont j'avais dit tout à l'heure qu'elle était stérique. C'est simplement que cinétiquement, à cause de ce terme-là, je n'arrive pas à mettre suffisamment d'ARN polymérase sur le site d'initiation. Alors la suite est simple. Alors il faut que je vous donne la pente ici. Donc ça c'est N-in égale N sur 1 plus 4OL plus KV sur NC. Alors une fois que j'ai fait ça, je peux demander comment est-ce que je produis les ARN. Donc je peux demander dm sur dt. Alors comment je vais faire ça? Je vais dire que chaque fois qu'il y a une ARN polymérase qui est sur le site d'initiation qui vient en élongation, j'ai un ARN nouveau. Donc le taux de production d'ARN, c'est KL fois N-in. Et puis bien sûr, il faut que je garde mon terme de dégradation, donc moins M sur tau M. À cause de cette courbe-là, j'ai bien deux régimes. J'ai un régime linéaire ici, et puis après j'ai un régime de saturation. Ça, c'est le régime exponentiel, parce que dm sur dt va être proportionnel au nombre total d'ARN polymérase. Puis j'ai un régime de saturation ici, où N-in est égal à NC. Alors, ça veut dire que donc si N est petit, KL N-in égale N KL sur 1 KV ça veut dire que c'est bien proportionnel à N, qu'est-ce que j'avais écrit tout à l'heure, et il suffit que je lise la constante Km, c'est KL sur 1 plus KV sur NC. Et c'est bien proportionnel à KL, parce que le mécanisme qui domine, c'est l'élongation. Donc j'ai bien ce que j'avais dit tout à l'heure. Maintenant, si N est grand, KL N-in, alors c'est K on G alors, si je reporte ça là-dedans, ça me dit que le M à saturation alors c'est KL N-in, donc c'est K on tau M fois G. Comme tout à l'heure, il est proportionnel à la longueur du génome. Et puis ça, ce facteur-là, c'est le nombre maximum d'ARN polymérase que je peux mettre sur un gène. C'est-à-dire que NC, c'est K on tau M. Ce qui a un sens, hein, ça veut dire que pendant un temps, je les accroche à un taux K-on pendant un temps tau M, et je trouve que ce qu'il y a, c'est bien K-on fois tau M. Donc ce modèle donne exactement le même résultat que tout à l'heure, et je me suis débarrassé de cette propriété que j'avais, que les ARN polymérases se réaccrochaient automatiquement. Il y en a en volume, hein,
puisque la densité en volume, c'est ça, c'est Knin sur Nc moins Ni. Donc même si je fais un modèle un peu plus sophistiqué, je retrouve le même résultat, qui a une croissance exponentielle, puis une saturation. Donc voilà pour ça. Alors on pourrait faire le même modèle pour les ribosomes. Ce qui est un peu moins évident pour les ribosomes, c'est que les échelles de taille de la cinétique ne sont pas forcément séparées parce que les temps de description des protéines sont beaucoup plus longs que les temps de dégradation des ARN messagers. Donc je vais l'écrire ici. Donc voilà pour mes modèles de transcription et de traduction. Maintenant, il me reste encore une chose à discuter, c'est les acides aminés. Une fois que j'aurai les acides aminés, je pourrai calculer le volume, la densité de masse de la cellule. Alors, il faut discuter comment sont produits les acides aminés dans la cellule. Il y a deux façons. Soit ils sont synthétisés dans la cellule. S'ils sont synthétisés dans la cellule, ça veut dire qu'il y a une enzyme qui fabrique des acides aminés. Donc il y a une enzyme que je vais appeler grand E. Soit ils sont importés. S'ils sont importés, ça veut dire qu'il y a un canal ou une protéine qui permet le transfert d'acides aminés de l'extérieur à l'intérieur de la cellule. Donc il y a une autre protéine que je vais appeler aussi E. Ces protéines-là, elles sont produites comme toutes les autres protéines et que je traite le cas de la synthèse à l'intérieur de la cellule ou le cas du transport, j'aurai exactement le même résultat à la fin. Donc je vais faire ce qu'on a fait dans l'article qu'on a fait, c'est-à-dire on a dit que c'était de la synthèse à l'intérieur de la cellule, mais le résultat est exactement le même pour le transport, où ce qui joue le rôle de l'enzyme, c'est le canal qui permet d'entrer. Le canal, la seule chose qui est importante, c'est qu'il est produit comme une protéine, et que donc il est proportionnel, son taux de production est proportionnel au nombre de protéines, et donc le flux vers l'intérieur est proportionnel au nombre de protéines. Alors, dA sur dt. J'utilise toujours la même approximation. Il y a plein de molécules en excès pour faire des acides aminés. Puis il y a cette enzyme E. Donc il y a un taux de réaction Ka fois E. Et puis les acides aminés disparaissent, pas tant parce qu'ils sont dégradés, mais parce qu'ils fabriquent des protéines. C'est les monomères qui fabriquent les protéines. Donc j'ai dit que mes protéines, je les considérais comme toutes pareilles, qu'il y a une espèce de longueur moyenne qui est L. Donc moins L, dP sur dt. Donc voilà l'équation qui me donne la production d'acides aminés dans la cellule. Si je suis dans la croissance exponentielle, cette équation a une solution proportionnelle à exponentielle kt, parce que ce terme est proportionnel à exponentielle kt. Le nombre de protéines est proportionnel à exponentielle kt. Quand je calcule la dérivée, ça reste proportionnel à exponentielle kt. Celui-là, E, c'est une enzyme, c'est une protéine, donc c'est aussi proportionnel à exponentielle kt. Donc la seule chose que ça va me permettre de calculer, c'est le préfacteur. Donc je vais écrire que A alors vous me faites confiance, A0, c'est K Fe sur K, où K est le taux de croissance de la cellule, moins L. Fois le nombre total de protéines, donc fois P0.
Donc voilà le nombre d'acides aminés créés au cours du temps. Il croît lui aussi exponentiellement avec le temps. Donc dans ce régime exponentiel, toutes les propriétés que je calcule sont proportionnelles à exponentielle kt. Donc le volume aussi va être proportionnel à exponentielle kt, ce n'est pas une surprise. Comme la masse sèche, je vous l'ai déjà dit, est proportionnelle à exponentielle kt, ça veut dire que dans ce régime-là, la densité de la cellule est indépendante du temps. Ce que j'ai appelé la densité de masse sèche, je vais être un peu plus précis, est indépendante du temps. Donc voilà pour la croissance exponentielle. Maintenant pour le régime de saturation. Pour le régime de saturation, E c'est une protéine, donc ça a saturé à une valeur constante. Donc ce terme-là, c'est une constante. P c'est le nombre de protéines, mais si j'ai atteint la saturation, dP sur dt est égal à 0. Donc ça veut dire que dA sur dt est une constante. Donc ça veut dire que A égale, alors je vais mettre saturation, égale E saturation T plus une constante d'intégration. Comme tout à l'heure, cette constante-là, je pourrais la calculer. Il faudrait que je raccorde à la fin du régime exponentiel, et puis j'aurai une expression, et Romain a calculé ce nombre-là. Je ne vais pas l'écrire. Je ne vais pas l'écrire parce qu'il ne va rien m'apporter après si je l'écris. La seule chose qui est importante, c'est que les protéines restent en nombre constant. Toutes les autres propriétés que j'ai calculées jusque-là restent en nombre constant, mais les acides aminés, ils ne sont pas en nombre constant parce qu'il y a un nombre constant de protéines, et ces protéines, enfin, toutes non, mais ces protéines-là, elles fabriquent des acides aminés, et donc le nombre d'acides aminés est proportionnel au nombre d'enzymes. Alors je vais vous écrire simplement la valeur de ESAT, c'est KAFEPSAT. Ça veut dire que à temps long, le nombre d'acides aminés croît. Le nombre d'acides aminés, il nous donne le volume. Et donc, à temps long, la masse est constante, le volume augmente, donc la densité diminue. Alors, je vais juste vous réécrire ces choses-là. De façon un peu plus rapide. Donc c'est deuxièmement volume de la cellule. Alors, croissance exponentielle. Le volume, je vous ai dit que c'était V égale C, où C est le nombre de composants qui sont piégés dans la cellule, les espèces qui sont imperméables à la membrane, imperméantes, fois 1 plus C. Ça, c'est les molécules imperméantes elles-mêmes, ça, c'est les contre-ions des molécules imperméantes, sur 2 fois N0, plus le volume sec, j'espère que j'oublie rien. Maintenant, ça, ce que je vous ai dit la semaine dernière reste vrai. Hein. Les molécules imperméantes, elles ne sont pas dominées par les protéines. C'est le camembert que je vous avais montré, c'est dominé par les acides aminés. Donc ça, c'est simplement A, facteur de 1, plus ZA sur 2N0. Alors, A, il est ici, c'est P0, KAFE sur K, moins L, facteur de 1, exponentielle KT. Même chose que les autres, le volume croît exponentiellement avec le temps. La masse sèche, alors plus VS,
la masse sèche ça c'est les protéines, donc MS c'est la masse des acides aminés fois L fois le nombre de protéines. Alors je vais écrire MA L plus ZA MI, pardon, MP L plus ZP MI. C'est la masse des protéines, ça c'est la masse des contre-ions associés aux protéines, fois P, P c'est P0, exponentielle KT. Donc la masse croît exponentiellement, le volume croît exponentiellement, et ce que j'avais appelé la densité de masse sèche, reste constante. Ça, c'est ce que les gens appellent la loi d'échelle cellulaire. Pendant la croissance exponentielle, le volume est proportionnel à la masse sèche. Après, on peut regarder ce qui se passe dans la phase de saturation. Alors, je reprends ma formule qui est ici, hein, c'est A sur 2, alors c'est petit n0. Hein. Plus VS, et je prends A ici maintenant, KAFE PSAT T. Plus la constante A1 et la masse sèche, c'est le nombre de protéines à saturation, facteur de LMA donc la densité ρsat. Alors il faut que je rajoute VS. Alors, je ne vais pas l'appeler ρsat, je vais l'appeler ρ de T. Le volume croît, la masse ne croît pas, donc ça veut dire que dans ce régime de situation, la cellule se dilue petit à petit. Alors, je peux l'écrire, hein, c'est le PSAT va s'en aller, donc il y a L, MA sur K FE T ça c'est constant, ça augmente avec le temps, et donc la densité décroît dans cette phase de saturation, elle décroît en gros comme 1 sur T si ce terme-là est petit, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc si on atteint la saturation, ce qui se passe, c'est que la cellule se dilue petit à petit, et dans ce cas-là, la loi d'échelle cellulaire n'est pas vérifiée, le volume n'est pas proportionnel à la pression. Le volume n'est pas proportionnel à la pression à cause des métabolites, parce qu'il y a des métabolites produites en permanence. Ces métabolites changent la pression osmotique, et si elles changent la pression osmotique, ça change le volume, il y a de l'eau qui rentre dans la cellule, et il y a une dilution de la cellule. Alors je vais inverser un peu la façon dont je voulais faire les choses. Je vais vous montrer des résultats expérimentaux. Donc voilà le résultat le plus simple. Alors,
c'est troisièmement résultats expérimentaux. Alors, les résultats expérimentés que je veux vous donner, ils sortent d'un article de Neuror et Amon, et quelques auteurs au milieu. Ils travaillent avec une levure, donc ce n'est pas sur des cellules animales, mais vous allez voir que cette levure est particulièrement adaptée. Ils travaillent avec une levure. Alors, il y a deux types de levures. Hein. Je connais le nom en anglais ou le nom en latin, mais il y en a une qui est la levure du boulanger, la levure bourgeonnante, qui croît, et puis il y a un bud qui apparaît sur le côté, et puis il y a la levure qui se fissionne en deux, ça c'est une cellule qui croît comme un cylindre, et quand elle se divise, le cylindre se divise en deux. Donc la levure dont je parle, c'est une levure du boulanger. C'est pas tout à fait le cas, j'ai été vérifié quand même. La levure du boulanger, c'est un mélange de levures bourgeonnantes différentes. Enfin, pour illustrer mon propos, ça ne va pas changer grand-chose. Alors, il faut que je trouve comment s'appelle cette levure. CDC 28. Elle a été manipulée, cette levure, de façon à avoir deux propriétés. La première, c'est qu'elle ne double pas son génome. Je vais dire les choses d'une autre façon qui est parfaitement équivalente, c'est qu'il n'y a pas de phase S, donc s'il n'y a pas de phase S, elle reste dans la phase G1, cette levure. Et elle ne se divise pas. Donc elle reste dans la phase G1 et elle croît dans la phase G1. Leur idée, c'est que s'il y a un phénomène de saturation, comme je viens de vous le décrire, elle va atteindre naturellement ce phénomène de saturation et on devrait voir tous les régimes. Alors le premier, c'est le résultat un peu brut. Hein. Voilà le volume de la cellule en fonction du temps où elle est en G1. Comme elle est toujours en G1, c'est le temps de vie de la cellule. Ici, il y a quelque chose qui ressemble à une exponentielle, et puis là, c'est franchement quelque chose qui est linéaire, qui est ce que je vous ai trouvé dans le régime de saturation. Alors, ils ont fait une manip que je trouve très astucieuse pour vérifier ça, c'est qu'au bout d'un certain temps, quelque part par là, ils ont ajouté de la rapamycine. Ce que fait la rapamycine, c'est qu'elle bloque la production de protéines. Donc on crée artificiellement mon état de saturation en rajoutant la rapamycine. Donc voilà la levure sans rapamycine, avec un taux de croissance ici, et puis la région exponentielle. Et vous voyez que le volume croît linéairement quand on rajoute de la rapamycine. Si elle est à nombre de protéines constant, le nombre d'acides aminés va croître linéairement avec le temps. Et le volume de la levure doit bien croître linéairement. Le nombre de protéines qui est en rouge et en pointillé, une fois qu'on a rajouté la rapamycine, reste bien constant dans cette histoire. Donc qualitativement, ça va bien. Alors, notre ami Romain Roland a été plus ambitieux que ça, à savoir qu'il a essayé de fitter les courbes avec les expressions qu'on avait. Donc vous avez ici, toujours dans la même expérience. Alors, je ne l'ai pas dit, mais le volume a été, au moins une partie des volumes ont été mesurés par cette méthode de résonateur que je vous ai introduite dans le premier cours. Donc voilà à peu près la même courbe que tout à l'heure, et vous voyez qu'on a bien la croissance linéaire ici dans le régime de saturation, et puis la croissance exponentielle ici. Si vous prenez la dérivée, 1 sur V dV sur dt, vous avez le taux de croissance, et puis ça sature ici. C'est dV sur dt, pas 1 sur V, c'est dV sur dt. Donc c'est la dérivée. Ici, vous avez le nombre de protéines. Le nombre de protéines, c'est en gros la masse sèche, croissance exponentielle et saturation. Et puis quand vous prenez la densité, elle est constante dans ce régime-là.
et puis elle décroît ici comme 1 sur t plus une constante. Et alors bien sûr il y a de la dispersion, bien sûr il y a pas mal de paramètres, mais il n'y en a pas beaucoup qui comptent, et ce que vous dit Romain, c'est qu'au moins celle-là, après avoir fité le reste, elle est obtenue sans aucun paramètre ajustable. Il y a une remarque intéressante, c'est qu'est-ce qui arrive aux cellules qui sont très très diluées. Donc c'est une cellule où on a augmenté le volume et puis on a gardé la même masse, et celle-là elle est très diluée. Et il s'avère que c'est quelque chose qui est connu. Les cellules, quand elles sont rentrées en sénescence, quand elles sortent du cycle cellulaire et qu'elles rentrent en sénescence, elles deviennent très très diluées. Et en fait, les propriétés de ces levures-là, elles ressemblent beaucoup à celles des cellules en sénescence. Alors, ce que je ne sais pas vous dire, c'est où est l'œuf, où est la poule, c'est-à-dire est-ce qu'elles rentrent en sénescence parce qu'elles sont diluées ou elles sont diluées parce qu'elles sont en sénescence. Je ne sais pas répondre, mais il y a les mêmes propriétés. Évidemment, la cellule ne va pas vivre un temps infini. Ce qui se passe pour les cellules en sénescence, et ça a été très bien étudié, c'est que les cellules en sénescence ont des défauts du cycle cellulaire et elles finissent par mourir parce qu'il y a trop de défauts qui se font. En gros, dit avec mon œil de physicien, on dilue les réactions chimiques, donc elles ne se produisent pas comme elles devraient, et dans ce cas-là, on n'arrive plus à assurer l'intégrité de la cellule. Donc, quelque part, si on va trop loin, la cellule a ces problèmes qu'ont les cellules qui entrent en sénescence. La dernière chose que je voulais vous montrer, il me reste 5 minutes pour ça, c'est qu'est-ce qui se passe avec le noyau. Donc ça, c'est le fameux rapport carioplasmique de Hertwig. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous rappeler la formule que je vous ai donnée la dernière fois sans trop la commenter. Et donc le rapport carioplasmique, NC, alors je vais l'écrire sans les masses sèches, NC, c'est Vn moins Vn sec, moins le volume sec du noyau, divisé par V du cytoplasme, moins Vc sec. Et ce qu'on avait trouvé pour ça, c'est Cn plus Q où C, c'est les molécules imperméantes. Et je vous rappelle que C, c'est P plus 1. Une première chose, c'est supposons qu'on est dans le régime de croissance exponentielle. Cette chose-là, ça croît exponentiellement, que ce soit P ou A. Cette chose-là, ça croît exponentiellement. Par contre, Q, c'est la charge de l'ADN, la charge effective de l'ADN, et la charge de l'ADN, elle est constante. Donc si je divise par l'exponentielle ici, ce terme-là, il va décroître en fonction du temps. Donc ce qu'on s'attend, c'est que le rapport carioplasmique, il décroît en fonction du temps. Alors, il décroît en fonction du temps, si tant est que la contribution de l'ADN n'est pas ridiculement petite, parce que dans ce cas-là, il est constant. Il y a deux autres remarques qu'on peut faire. La première, c'est que cette formule, elle est un peu trompeuse, parce que les protéines qui sont dans le noyau, elles restent dans le noyau, celles qui sont dans le cytoplasme, elles restent dans le cytoplasme, mais les métabolites, ils passent entre le cytoplasme et le noyau, et donc il y a un équilibre osmotique qui se fait entre le cytoplasme et le noyau. L'équilibre osmotique, il est dû au fait que le potentiel du noyau électrostatique n'est pas le même que celui de la cellule, à cause justement des charges de l'ADN. Donc ce qui compte, la seule chose que je sais, si je n'écris pas cet équilibre osmotique,
La seule chose que je sais, c'est que d'abord, c'est que AC plus AN est égal à une constante, A0. Ça, c'est le nombre d'acides aminés qui sont produits à l'instant T. Ça croît exponentiellement si le temps croît dans la phase exponentielle. Par contre, je ne sais pas quel est le rapport de AN sur AC tant que je n'ai pas écrit l'équilibre osmotique. Il y a deux limites qui sont assez simples. La première limite, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a beaucoup d'acides aminés. C'est-à-dire si ce A0-là est très grand. Si A0 est très grand, le volume va être très très grand, et donc les contre-ions de l'ADN, qui font ce Q qui est là, vont être complètement dilués et ils ne vont pas compter. Ça veut dire que l'ADN ne compte pas. Si l'ADN ne compte pas, il n'y a pas de différence de potentiel électrostatique entre le noyau et la cellule. Ça veut dire que les acides aminés s'équilibrent à la même concentration des deux côtés, ils ne contribuent pas à la pression osmotique. Donc si A est très grand, Q ne compte pas, et les acides aminés ne comptent pas, donc ça c'est juste Pn sur Pc. La deuxième limite, elle est encore plus triviale. Qu'est-ce qui se passe s'il y a très peu d'acides aminés ? S'il y a très peu d'acides aminés, dans la limite où je les prends au go à 0, ça c'est Pn, ça c'est Pc, donc ça fait Pn plus Q sur Pc. Alors c'est pas Pn plus Q, c'est Pn 1 plus Z, P. Ça, c'est plus grand à cause du Q qui est là. Donc, quelque part, ça, c'est ce qui se passe à temps court. Donc, le rapport carioplasmique est grand à temps court et il doit descendre jusqu'à ce que ceci ne compte pas et on arrive à cette relation-là. Alors, après, il faut faire les choses sérieusement. La seule façon de le faire proprement, c'est de le faire numériquement. Il n'y a pas de difficulté, ou de choisir des valeurs des charges des protéines et des acides aminés qui permettent de faire le calcul, c'est-à-dire de dire que toutes les molécules ont une charge négative. Dans ce cas-là, on sait faire proprement. Je vais juste vous montrer les résultats. Donc ça correspond à ce que je vous ai dit. Ici, ce qu'il a tracé, c'est le nombre d'acides aminés sur le nombre de protéines. Donc si c'est égal à 1, si c'est égal à 175, c'est très grand. Et donc c'est Pn sur Pc, c'est très proche de la valeur maximale ici. Et puis plus vous diminuez, plus il part de cette valeur-là, et puis il arrive à des valeurs plus basses, et il va arriver à la fin à cette valeur-là qui est là. Ici, ce qu'il a tracé, c'est Q. Alors c'est Q effectif à cause de ces histoires de condensation de Manning, c'est la charge de l'ADN divisée par les protéines dans le noyau à l'instant t égale 0. Si vous regardez cette courbe-là, c'est quand Q effectif est tout petit. Si Q effectif est tout petit, c'est Pn à l'instant t égale 0 divisé par Pc à l'instant t égale 0. Puis après, si vous augmentez ce rapport-là, vous avez une courbe qui décroît ici. Donc, uniquement à cause de la charge de l'ADN, le rapport carioplasmique n'est pas constant au cours du cycle cellulaire. Il décroît. Dans beaucoup de cas, comme ici, il décroît de façon qui n'est pas significative, donc on peut imaginer qu'il est constant. On peut arriver à créer des conditions, au moins théoriquement, pour lesquelles il n'est pas constant. Je vais m'arrêter là, il y a une courbe en plus sur ce dessin-là, que je vais vous montrer quand même. Je vous ai cité une autre raison pour laquelle le rapport carioplasmique pourrait ne pas être constant, qui est la tension de la lamine. Il y a un cytosquelette au noyau, et le cytosquelette du noyau a une élasticité qui est grande par rapport au cytosquelette de la cellule, et donc la lamine peut avoir une contribution à la tension qui n'est pas du tout négligeable, contrairement à la couche corticale d'actine, à la membrane plasmique. Donc ce qui est fait ici, et qui est
ajusté à des courbes expérimentales, c'est un choc hypoosmotique. Donc on part d'une valeur N0 iso, où le volume est V iso, et puis on décroît N0 à l'extérieur, on rajoute de l'eau, enfin, ou du milieu, et vous voyez qu'on en rajoute beaucoup. Ça, c'est ce qui se passerait si les acides aminés étaient comme des protéines, c'est-à-dire qu'elles étaient imperméantes et que celles qui sont dans le noyau restaient dans le noyau et celles qui sont dans la cellule restent dans la cellule. Si vous faites le vrai calcul, vous trouvez une courbe qui est comme ça et qui dépend du fait qu'il y a une tension à la lamine. Il n'y a pas beaucoup de points, mais on a l'impression que le modèle ajuste pas mal la tension et ça nous permet d'extraire une tension, d'ajuster cette courbe-là à la lamine. Donc ça fait deux raisons pour lesquelles le rapport carioplasmique pourrait ne pas être constant. Il y en a une troisième dont je n'ai absolument pas parlé, et vous auriez eu le droit de râler, c'est qu'il y a du transport actif au niveau de la membrane du noyau. Il y a tout un système d'importine et d'exportine qui sont des protéines actives qui prennent des protéines à l'intérieur du noyau et les mettent à l'extérieur, ne serait-ce que les ARN messagers. Et puis cette chose-là pourrait contribuer aussi à briser ce rapport carioplasmique. Donc la conclusion sur le rapport carioplasmique, c'est dans beaucoup de cas, ce n'est pas très différent d'une constante, mais il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ce n'est peut-être pas exactement une constante. Il n'y a pas énormément d'expériences qui permettent de mesurer précisément ce rapport carioplasmique. Marco, qui va faire le séminaire dans un quart d'heure, m'a dit qu'il venait d'écrire un article où il comparait justement les rapports de volume des cellules à volume du noyau par des méthodes expérimentales très très astucieuses. Il m'a dit que c'était paru hier, c'est ça, la semaine dernière. Je n'ai pas vu cet article-là et j'en suis conscient depuis midi, mais je vais aller le regarder. Voilà, je m'arrête là. Ce que je veux faire la semaine prochaine, c'est regarder comment la cellule prend la décision de se diviser et quelle est la durée du cycle cellulaire. Merci beaucoup pour votre attention.